Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser de A à Z une épée. L'épée que vous avez sous les yeux, elle peut paraître assez simple comme ça, c'est vrai qu'on aurait pu faire quelque chose de plus complexe, mais je voulais vraiment traiter de beaucoup de sujets fondamentaux dans Blender qu'on va aborder au cours de cette vidéo, des techniques de modélisation, notamment, donc si je fais une petite rotation, à cet endroit-là, au niveau de la lanière qui va entourer le manche. Pourquoi? Parce que c'est une succession de modifieurs qui ne sont pas forcément intuitifs si vous êtes débutant par exemple et qui sont relativement intéressants. Donc voilà, le résultat obtenu sera le suivant. La partie modélisation et matériaux seront traités dans la même vidéo parce que ça ne devrait pas prendre non plus énormément de temps. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de polygones, vous pourrez l'utiliser pour vos rendus de manière assez souple. Pourquoi pas l'utiliser in-game? Donc après, pour ceux qui font du développement de jeu, je pense que vous savez comment optimiser un maillage. Donc il y aura peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là, mais je vais vous montrer les techniques pour obtenir ceci. Ok, donc on va aller dans un nouveau fichier Blender, et il y a une image de référence qui sera présente dans la description, qui est tout simplement un rendu effectué à partir de ma scène. Donc c'est 100% open source vu que c'est ma scène à moi que j'ai exportée en tant qu'image, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez la télécharger, elle sera présente dans la description. Alors en général, je vais changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je vais dans le Image Editor et j'importe mon image. Là, je vais faire un petit peu différemment parce que je vais vraiment rajouter l'image de référence de manière physique dans ma vue 3D pour avoir une sorte de référence en termes de modélisation. Plutôt que l'avoir en haut à droite, je vais carrément la mettre dans la vue 3D. Vous allez voir pourquoi c'est pratique. Donc je vais appuyer sur 7 pour passer en vue de dessus. Je peux ouvrir mon Explorer du fichier Windows et je peux faire un drag and drop. Voilà, ici, pas forcément centré. On va voir tout ça. Comme ça, j'ai mon image de référence qui s'est rajoutée. Donc, elle est en format PNG. Qui dit PNG dit canal alpha et dit donc transparence. Donc, ça, c'est nickel, ça nous arrange. Ça évite de masquer des éléments pour rien du tout. Maintenant, comment indiquer à Blender que je veux recentrer mon image sur mon curseur 3D? En haut à droite, on voit qu'en termes de location, j'ai une valeur négative en X, une valeur supérieure à 0 en Y et 0 en Z. Comment faire un reset de tout ça? Il y a un raccourci clavier qui est très rapide, c'est Alt-G. Donc, G permet de bouger la location, et Alt-G, ça fait un clear location, c'est-à-dire un reset, et je suis bien en 0, 0, 0, en X, Y, Z. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, si je zoome, on voit que mon épée, elle n'est pas centrée. Ça vient de mon rendu qui était un petit peu décalé. C'est pas dramatique, je peux zoomer un tout petit peu, et avec G, je peux décaler mon image jusqu'à avoir ceci. Donc l'avantage, c'est que ma lame est divisée en 3 parties, on va dire, qui font la même taille. Donc si je suis à peu près centré, c'est très bon. On ne cherche pas quelque chose centré vraiment à précision à 100%. Pourquoi? Parce que c'est pour nous aider lors de la modélisation, mais c'est pas dramatique que ce soit pas aligné. C'est pas comme si c'était une texture qui dépassait ou autre. Ce sera présent lors du rendu. Donc là, si on se met à la place d'un débutant de Blender qui veut modéliser l'épée, on peut se dire quelle est la contrainte principale. Pour moi, la contrainte principale, c'est de savoir par quel élément on va commencer pour modéliser cet objet, qui peut paraître simple, mais qui est quand même relativement complexe. On a, moi, de ma vision, 3 éléments qui composent mon épée. On a la lame, donc première partie ici, on a cette partie-là, et on a ensuite le manche. Ok? Donc on va les faire un par un. On va commencer par la partie, je pense, la plus complexe, et on va aller vers de plus en plus simple, qui est la partie du bas, qui est le manche. Pourquoi complexe? Parce qu'on a notamment ces lanières, comme j'ai dit, en cuir, qui sont assez difficiles à modéliser pour quelqu'un qui ne connaît pas trop le logiciel, ou du moins qui débute. Donc déjà, on peut se dire quelle forme géométrique se rapproche le plus de cette partie-là. On oublie dans un premier temps la lanière, ça va se rajouter par-dessus. On essaie de faire le manche qui se cache dessous, avec cette forme-là. Donc Shift A, je vais rajouter un maillage de type cylindre. Je vais le décaler ici. S pour réduire sa taille. RX90. Et je vais le positionner tout en bas. Donc par exemple, on va le mettre ici. Voilà. Le but, c'est d'obtenir une épée qui ressemble globalement à ce qu'il y a présent dans mon exemple, mais on va prendre certaines libertés, même si on ne le suit pas à 100%, c'est pas dramatique. Ok, donc là, on va dire que je vais mettre ici. Voilà, je passe en mode édition. Je vais sélectionner cette face-là. Je vais appuyer sur 7. Alors, je suis un petit peu embêté parce que je ne vois pas ce qui se cache derrière. Donc là, à la limite, vu qu'on essaie d'imiter une forme globale, c'est pas dramatique, mais je vous le dis quand même. Pour l'exemple, si vous souhaitez voir à travers vos objets, soit vous activez le X-Ray présent ici, soit vous activez le Wireframe, comme vous souhaitez. Donc moi, je mets un Wireframe, je peux faire une première extrusion, S pour agrandir sa taille, une autre extrusion, S pour agrandir sa taille. Voilà, donc ça, c'est assez classique. Une autre extrusion, S pour réduire sa taille cette fois-ci, et une autre extrusion, voilà, jusqu'ici, à peu près, je vais juste le redécaler en Y.
Donc là, on est pas mal. On adoucira tout ça juste après en faisant des petits bivels. Donc je vais rajouter maintenant cette face-là et je vais la décaler jusqu'ici. Et je vais augmenter un petit peu sa taille parce que là, ça ne correspondait pas trop. Donc maintenant, CTRL R, je peux rajouter ici une coupure. Pourquoi? Parce que du coup, avec S, je peux faire une sorte de forme de manche qui va s'élargir au milieu et se réduire par la suite. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, par contre, si je retourne sur mon exemple, ce sera un petit peu plus explicite. Vous voyez que mon manche, effectivement, là, il s'épaissit. Puis ensuite, il s'écrase un petit peu. Parce qu'on va avoir cette partie-là, le garde, qui est relativement fin. Et il ne faudrait pas que notre cylindre dépasse un petit peu en termes d'épaisseur. Donc, on est à peu près sur du divisé par 2. Si je me mets en vue de côté, là, cette épaisseur-là, qui est présente là, elle est quasiment de moitié par rapport à ici. Donc, je peux retourner dans mon autre fichier Blender, passer en vue de côté, sélectionner avec la sélection de face, cette face-là, et faire un petit SZ et le réduire à peu près comme ceci. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ok, maintenant on va adoucir tout ça. Alors, CTRL A pour appliquer l'échelle, ce serait important, mais d'abord, on peut sélectionner avec Alt ceci, faire CTRL B, et là on fait exprès de ne pas appliquer l'échelle. Pourquoi? Parce que du coup, on a vraiment notre bivel qui va être appliqué sur l'intégralité de notre manche. Si on avait appliqué l'échelle, il aurait été beaucoup plus court et ça ne nous aurait pas intéressé. Donc là, on a quelque chose qui est relativement bien. On peut repasser en wireframe pour voir où il y avait des bivels. Donc il y en a un ici. Là, je peux passer en vue solide. Vous allez voir que c'est pas compliqué. S'il y a ces petits problèmes d'affichage, c'est parce que mon image sort par-dessus. C'est pas dramatique. Donc avec Object Mode d'abord, très important. CTRL A, j'applique l'échelle. Ok. Maintenant, avec Alt, je vais sélectionner tout ce tour-là. CTRL B, et je peux rajouter un petit peu de subdivision, pas forcément beaucoup. Voilà, comme ça, ça va suffire. Là, également, je peux en rajouter. Donc, je vous avoue que sur l'image, j'ai un petit peu oublié comment elle était présente. C'est à peu près ça, donc c'est bon. Là, également, on va rajouter un. Ok. Un autre au bout. CTRL B. Voilà. Et là, ici, je crois que j'avais un petit peu creusé, donc je peux appuyer sur I et faire une extrusion vers l'intérieur et changer un petit peu son échelle. Et là, pareil, je peux rajouter des petits bivels, pas forcément importants, mais juste pour donner un petit effet sympa sur les coupures. Et là, également, un tout petit bivel comme ceci, qui va donner un effet sympathique qui sera accentué quand on aura rajouté le matériau. Ok, donc là, c'est pas mal. Petit défaut, on est un shading flat, donc clic droit, shade smooth, bien évidemment. Et je peux rajouter un modifier de type edge split, qui va notamment prendre son sens ici. Donc là, c'est sans edge split sur une partie face, pardon, comme là. Et là, c'est avec edge split, ça va vraiment nous donner un côté brut sur certaines faces en fonction de l'influence qu'on va lui donner. Donc là, on va dire qu'on est pas mal pour la première partie. Je peux faire un petit CTRL S. On est bon. Ok. Maintenant, je vais rajouter un objet de type empty qui va nous servir, entre autres, à faire un effet de symétrie juste ici pour notre partie. Parce que cette partie-là, vous remarquez que si je dézoome, c'est entièrement symétrique que ce soit à gauche ou à droite. Donc on ne va pas s'embêter à modéliser, on pourrait, à modéliser à la fois à gauche et à droite en faisant les mêmes modifications. Ce serait beaucoup trop long, ce serait une perte de temps. Et quand on va modifier un truc à droite, on aimerait bien que ça l'applique automatiquement à gauche. Donc Shift A, Empty, Plane Axis. Et je peux le décaler ici. Je peux réduire un tout petit peu sa taille. Normalement, on est pas mal. Ça va nous servir du coup de miroir. Donc je peux l'appeler mirror. Voilà. Un R2R. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Ok, on va le mettre là. Donc là, ça me paraît bien. Alors si je veux vérifier, mirror 2R, c'est bien ce qui me semblait. Ça me paraissait bizarre aussi. Ok, on a bien notre objet qui s'appelle mirror. Je vais rajouter, donc je peux le décaler ici. Je vais faire Shift S, cursor to selected, comme ça, je snap le curseur 3D sur ma sélection et je suis sûr d'être centré sur mon empty. Très important parce que du coup, quand je vais faire ma symétrie, je n'aurai pas de choses qui vont se chevaucher au milieu ou avoir un vide au milieu. Shift A, pardon, Mesh Cube, et je vais réduire un petit peu sa taille. Voilà, donc la taille, je vais la faire par exemple comme ceci. Vous allez voir que on va la changer de toute manière par la suite. Je vais passer en mode édition. Je vais sélectionner cette face-là et je vais dire à Blender, ok, cette face, en termes de X, l'axe rouge, tu me la mets à 0. Alors là, je peux aller en haut à droite et on se dit, il
il y a marqué -1, pourtant il me paraît pas trop à -1, parce qu'on est en local, donc il faut faire très attention entre le local et le global. Local, ce sont les coordonnées de votre objet, appliquées à l'échelle de l'objet, à sa position, alors que global, c'est dans l'environnement 3D. Et là, on voit bien qu'on a des valeurs qui sont un petit peu plus représentatives de ce que j'ai. Donc x, je vais mettre 0. Ok, je vais sélectionner cette face-là, je vais l'étirer par exemple jusqu'ici. Et avec CTRL R, je vais rajouter plein de petites subdivisions. Voilà, un certain nombre. Je n'ai pas compté, mais avec molette vers le haut, vous pouvez en rajouter. Ça va nous permettre de tordre notre objet de manière dynamique et de manière assez fluide. Tout ça grâce à un modifier. On va le rajouter de suite. Comment rajouter un modifier? Clé à molette, add modifier, et on va aller sur un simple deform. Alors là, on en a plusieurs. On a par exemple le twist qui nous permet de faire quelque chose d'incurvé sur notre objet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le bend. Le bend, il me demande une origine. Donc moi, je vais sélectionner tout simplement mon objet qui s'appelle mirror. Je veux un bend en Z qui suit l'axe des Z. Du moins, je veux vraiment... Alors là, le Z, il n'est pas très explicite si par exemple vous débutez, mais il faut vous dire qu'en gros, l'axe de pivot, on veut que ce soit du Z. Pourquoi? Parce que si je fais RZ par exemple, c'est bien dans ce sens-là que je fais la rotation. Je veux que l'axe bleu qui est ici, ce soit la pointe de mon compas et qu'en gros, on le déforme à partir de ça. D'accord? Et je peux bouger un tout petit peu, voilà, jusqu'à arriver ici. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc on a des restrictions, on a différentes valeurs qu'on ne va pas toucher aujourd'hui. Seconde chose à faire, je peux rajouter un modifier de type mirror et sélectionner, très important parce que là par défaut vous dites qu'est-ce qu'il m'a fait Blender, il ne me l'a pas du tout centré. Pareil, comme le simple deform, on peut sélectionner un objet de référence, donc le mirror object, on va sélectionner ceci. Et là on est pas mal. Donc ensuite je ferai la lame et je ferai la lanière à la fin parce que c'est peut-être la partie la plus difficile et du coup on sera bien concentré là-dessus. Ok, donc là on est bon, je peux passer en mode édition. Vous voyez que le mode édition, un petit peu particulier parce qu'il n'affiche pas le simple deform par exemple. Je pourrais l'afficher en cliquant ici, vous voyez. Mais nous, ça nous arrange qu'il n'affiche pas. Pourquoi? Parce que du coup, si je me base vraiment sur mon modèle de base, on a en fait une forme un petit peu incurvée vers le bas ici et également plus allongée en termes de hauteur. Donc d'abord, on va faire cette partie-là en étirant cet objet, et ensuite, on fera cette partie incurvée. Alors, pour cela, on va utiliser le Proportional Editing. Pourquoi? Parce que là, tout simplement, si je sélectionne cette face et que je change l'échelle, ça va me faire quelque chose qui n'est pas top. Alors, si j'appuie sur O, je passe en Proportional Editing, et là, je peux facilement faire S, Y, parce que je veux uniquement Y, et avec la molette, baisser un petit peu l'influence. On voit que la forme ne me correspond pas tout à fait. Donc, il faudrait trouver une forme qui aille bien. Le Sharp est excellent pour ce qu'on va faire. Si je fais S, Y, vous voyez que ça va vraiment m'augmenter ma forme comme je le souhaite. Voilà. Et donc là, on est pas mal. Je peux passer également en vue de face, faire SZ et réduire également un petit peu sa forme comme ceci. Et là, on va dire qu'on est bon. On a la forme à peu près comme on avait sur mon exemple. Donc on va dire qu'on est pas mal. Je peux juste faire SZ pour l'épaissir un tout petit peu et faire en sorte que la partie du manche se heurte pas à mon objet. Pardon. Hop là. Donc là, on est pas mal. Ok. Maintenant, rapidement, on va faire la lame. Et enfin, on fera la lanière, qui est la partie, comme j'ai dit, la plus complexe, parce qu'on utilise plusieurs modifiers. Donc pour la lame, je vais faire Shift A et je vais rajouter un cube. Pourquoi un cube? Tout simplement, pourquoi s'embêter, hein? J'ai le cube, je peux le sélectionner ma face du dessus, le décaler. Donc on a toujours le Proportional Editing qui est activé, donc je peux appuyer sur O pour l'enlever. Donc je vais faire G, voilà, je vais le mettre ici. Activer en haut le X-Ray pour voir à travers. Je peux le décaler. Faire avec S et X pour indiquer à Blender que je veux seulement changer un X, un changement d'échelle. Voilà pour suivre à peu près la forme de ma lame. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, même si on n'est pas exactement calé sur ce qu'on a fait sur l'exemple, c'est pas dramatique. Donc maintenant, je peux un petit peu l'aplatir, donc avec S et Z. Voilà, comme ceci, je pense que là, on est pas mal. Je vérifie qu'elle rentre bien dans mon objet pour pas qu'on ait des surprises. Là, vous voyez, par exemple, ça rentre pas bien dedans, donc je peux, hop là, un tout petit peu le décaler. Même si ça se chevauche, c'est pas dramatique. On pourrait le nettoyer avec un objet de type boolean et union. Mais là, franchement, pour ce qu'on veut faire, c'est pas très grave. On voit qu'on a des petits soucis d'affichage, donc Shade Smooth et Edge Split sur mon objet de tout à l'heure. Voilà, là, on est nickel, du coup, c'est bien smooth. Là, on est bon.
On pourrait également, tant que j'y pense, corriger ce petit défaut là, qui se relève de différentes manières. Alors, soit on passe en mode édition et on essaie de trouver un angle de telle sorte à ce qu'on ne voit plus la différence. Vous voyez, comme je viens de faire très rapidement. Soit on pourrait rajouter un petit bevel. Donc, ce que je viens de faire, il faudrait le faire des deux côtés. Voilà, faire un petit G et bouger le Z pour avoir quelque chose de plus plat et avoir un angle moins marqué qui faisait vraiment une coupure. Donc là, c'est pas mal. On va retourner sur notre lame. Je pense qu'en termes d'épaisseur, on est pas mal. Je peux juste, avec S et Z, l'épaissir un tout petit peu plus au fond. Enfin, bouger son épaisseur, justement l'affiner pour faire un resize. Et si je vais en vue de dessus et en vue fil de fer, je pense qu'on est bon. On peut, avec CTRL R, rajouter deux petites subdivisions au milieu. Donc par défaut, elles sont centrées, donc c'est très bien. Ça suit exactement ce que je voudrais. Donc là, on est bon. Ça le fait à la fois en haut et en bas. Alors je peux rajouter, pour voir ce que ça donne, un subdivision surface. Vous voyez que du coup, ça fait quelque chose d'assez bizarre. Tout simplement parce qu'il faut indiquer certaines coupures à Blender pour bloquer subdivision surface. Je m'explique. Je vais faire par exemple un CTRL R. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc pour vraiment comprendre le principe du subdivision surface, pour ceux qui ne sont pas habitués, je vous fais un exemple très rapide à côté. Donc là, j'ai un subdivision surface à 3. Si je fais CTRL R et que je rajoute quelque chose en haut, voilà ce que ça fait. Et ensuite, je peux augmenter encore avec Shift E l'impact de ceci pour avoir quelque chose de vraiment plat en augmentant la min-crease. Mais retenez que par défaut, Blender va essayer d'adoucir en fonction de la topologie. Et si avec CTRL R vous rajoutez des coupures, forcément il doit s'adapter à cette nouvelle topologie et il va être obligé de faire certaines choses de manière brute. Et là sur la lame, c'est ce qu'on veut. Parce que là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est entièrement coupé, qui est vraiment pas beau. Donc je passe en mode édition, CTRL R, je glisse vers le bas à 100%, Shift E vers le haut pour augmenter le min-crease. Et là, on a vraiment quelque chose qui est pas mal. Clic droit, Shade Smooth, H-Split, comme d'habitude, pour adoucir ceci. Et là, on est pas mal. Ensuite, je peux... Donc, je vais relativement vite parce que là, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, je pense. Je peux passer en vue fil de fer. Avec CTRL R, je vais rajouter une coupure ici parce que j'ai vraiment quelque chose qui était incrusté un tout petit peu dans ma lame. Ok, normalement, c'est bon. Je peux passer en vue solide. Sélectionner ces deux faces-là. Voilà, très bien. Là, je fais Alt-E, Individual Faces, voilà. Et je peux le rentrer un tout petit peu, par exemple comme ceci. Et pour éviter une coupure nette, je vais sélectionner ces deux arêtes-là. Je vais un petit peu les décaler en termes de Y, pardon. Et avec un petit G et Z, j'essaie... Voilà, S et Z, pardon, pour bien les éloigner des deux côtés, parce que sinon le GZ, ça va uniquement me relever les deux parties. Et donc là, je pense qu'on est pas mal. On a quelque chose qui ressemble à ça. Ok. Donc là, la forme, elle est bien, mais on le voit pas trop. Pourquoi? Parce que Blender, là, il applique le subdivision surface partout. Et vu qu'on a un petit dénivelé, on voit pas ce qui se passe. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner avec Alt cette partie-là. Également ici. Et on peut faire de même en dessous. Voilà. Et je vais faire un Shift E et je vais étirer mon min-crease jusqu'à 1. Ok, donc là, on est pas mal. Et du coup, vous voyez, ça rajoute vraiment quelque chose de sharp à cet endroit-là. Voilà, donc là, on s'en aperçoit vraiment quand on tourne. Alors du coup, petit souci, au fond, on va devoir rajouter un autre CTRL R et décaler pour que le min-crease soit bien appliqué. Et là, vous voyez, du coup, on a vraiment une lame qui est à la fois adoucie sur le côté et qui au milieu a vraiment cet effet sharp. Donc sur le bord, on pourrait rajouter le même effet sharp. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Et on va dire que là, la forme globale de mon objet est réalisée. Il manque la lanière qui va nous permettre de voir pas mal de choses assez sympas. Donc voilà. Alors comment je vais faire réaliser cette lanière? Je vais vous expliquer d'abord le principe de base. Je vais rajouter un cube, supprimer certains points. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais créer en gros un segment comme ceci. Et je vais dire en Blender, ce segment, tu me fais une rotation à partir de cet objet-là. Donc lui, il va automatiquement me faire une rotation ici. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter de l'épaisseur, et etc. Alors du coup, je vais rajouter un plan, pardon, pas un cube, hop là. Un plan, je vais le décaler un tout petit peu, ici. Voilà, très bien. Je vais passer en mode édition. Je vais sélectionner ces trois edges, et je vais faire un X et edges. Comme ça supprime toutes les edges, sauf celle-là que j'ai sélectionnée. Que j'ai pas sélectionnée, justement, pardon. Maintenant, Object, cette origine to géométrie. Et ceci, ça va être l'épaisseur de ma lanière. Donc, je peux la mettre, par exemple, comme ceci. On va voir qu'on peut quand même le paramétrer. Donc, maintenant,
pour vous réexpliquer, parce que c'est un petit peu complexe. D'abord, je vais faire une rotation autour de mon objet. Ensuite, je vais indiquer à Blender de plaquer cette rotation tout le long de mon maillage ici. Ensuite, je vais rajouter une épaisseur et ensuite, je vais le subdiviser pour ajouter un petit peu d'adoucissement à tout ceci. C'est assez complexe, je vais vous expliquer par étapes et quand j'aurai fait tous les modifiers, je reviendrai pour vous expliquer pas par pas. Première chose à faire, je vais rajouter un modifier de type screw. Ça fait quoi? Par défaut, quelque chose d'un petit peu bizarre, j'avoue. Ça fait une rotation sur soi-même parce qu'on a différents paramétrages. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Axis Object. Je peux sélectionner un objet qui va nous servir de centre de rotation pour le screw. Donc, je vais ici dans la pipette et je sélectionne mon cylinder. Donc là, on est pas mal. Mais il fait une rotation que sur soi-même. Donc, je peux bouger mon objet, vous voyez, voilà, il fait la rotation selon ça. Donc, on va dire que ça m'intéresse, mais j'aimerais bien rajouter ici un effet de décalage du screw, un petit peu un effet de vis. Je vais appeler ça comme ça pour que ce soit explicite pour vous. Et ceci, c'est tout simplement le lever screw. Plus je vais l'augmenter ou la diminuer, plus il va faire une rotation. Donc moi, je vais faire par exemple du moins, voilà, moins 2 exactement. Et dans Iteration, je vais augmenter le nombre d'itérations. Je vais mettre à peu près ici. Voilà. Ensuite, on pourrait toucher plus ou moins la valeur, mais du coup, si je touche la valeur, vous voyez qu'il faut remodifier des choses. Donc moi, je vais faire, par exemple, une rotation qui est de 360 degrés. Du coup, il y a une partie qui est nue à cet endroit-là de mon manche. C'est pas trop grave. Je pourrais, par exemple, faire ceci, rajouter une petite itération. Voilà. Et changer un petit peu sa taille pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et s'il y a quelque chose qui dépasse, je pourrais le modifier par la suite. Je peux augmenter un tout petit peu l'angle, voilà, pour refermer, entre guillemets, mon objet ici, changer un petit peu sa taille avec S, mais du coup on a quelque chose qui chevauche ici, donc il faudrait changer la valeur du screw, voilà, pour avoir quelque chose par exemple qui ressemble à ça, et en termes d'itération, je vais passer à 4. Ok, donc là on a nos paramétrages de base qui sont faits, on avait une rotation autour de mon objet. Donc après, avec les paramétrages, je pourrais faire en sorte que ça enroule tout mon manche, mais là je vous fournis les outils pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, on n'est pas à ça près. Je vais rajouter un autre modifier qui va permettre de plaquer cette partie-là sur mon objet. Donc ça, cette projection, on va dire, de surface, s'appelle le Shrink Wrap. Je vais cliquer dessus et dans le Target, parce que par défaut ça fait rien, je vais sélectionner mon manche. Et là, vous voyez que ça l'applique par-dessus. De manière un petit peu bizarre, pour le moment ça ne ressemble pas à grand-chose, c'est tout à fait normal. Si je masque par exemple cette partie-là, on voit qu'il suit bien la forme. Donc ça c'est nickel. Maintenant, je dois rajouter de l'épaisseur, parce que là, on a commencer avec un plan, donc l'épaisseur est de 0. Pour ajouter de l'épaisseur, je vais rajouter un modifier, Solidify. Et le Solidify, vous pouvez voir par exemple avec la thickness que je peux rajouter plus ou moins d'épaisseur. Donc je vous conseille de la garder positive par défaut, les 0,01, on va la laisser comme ça. Là il nous semble que ça ne fonctionne pas trop. Comme tout à l'heure, je peux sélectionner mon manche, appuyer sur H, on voit que ça marche très bien. Et maintenant si je rajoute le dernier modifier qui est le Subdivision Surface, on a vraiment quelque chose qui est pas mal. Hop là, je peux le mettre à 2 et là on est bon. Alors, comment je peux maintenant régler tout ce paramétrage parce que là c'est un petit peu écarté, ça va pas trop. Si je fais Alt H, on est complètement à l'intérieur de mon manche. Tout ceci, ça va venir notamment de l'offset de mon Shrink Wrap. Donc par exemple là, je peux augmenter un petit peu l'offset. Donc là c'est peut-être un petit peu abusé. Voilà, 0,005. Et là du coup on est pas mal, on est pile sur mon manche. Je pourrais également bouger un petit peu la thickness de mon objet pour ajouter de l'épaisseur et du coup j'aurais pas besoin de rajouter autant d'offsets parce que plus je vais rajouter de l'épaisseur forcément plus ça va aller, vous voyez, vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc par exemple là on n'est pas embêté, on est sûr que ça va bien suivre le manche. Ok, je pourrais un petit peu le décaler, vous voyez il y a des petites choses comme ça qui se passent quand on décale tout simplement parce qu'on n'a pas assez de subdivision en dessous. Mais ça honnêtement c'est pas dramatique, on va dire que c'est voulu. Et avec S, je peux faire en sorte d'avoir quelque chose, vous voyez, qui va vraiment tomber comme il faut sur ma topologie et éviter ces espacements. Donc voilà, par exemple comme ceci. Et voilà, et là on est pas mal, on a tout qui est réalisé. Je vais vous réexpliquer, donc évidemment tout est perfectionnable. Je pense que le mot existe, ouais. On pourrait tout améliorer en touchant aux paramètres, etc., etc. Mais là, franchement, pour la vitesse où on va, c'est relativement bien. Si je refais un récap rapide, Screw permet de s'entourer autour de l'objet.
Shrink Wrap permet d'appliquer en suivant le maillage qu'il y a dessous. Donc là, quand même, il y a des choses qui dépassent. Donc, je vais un petit peu changer cet offset-là. L'offset, c'est le décalage. Vous voyez, plus je vais l'augmenter, plus ça va être large autour de mon objet. Donc là, par exemple, c'est beaucoup trop élevé. Donc, je vais mettre 15. Voilà, là, c'est nickel. Et ensuite, on a Solidify qui permet de rajouter de l'épaisseur parce qu'on part d'un plan. Je rappelle qu'il y a une épaisseur de 0. Et Subdivision Surface, c'est pour ajouter des subdivisions. Et du coup, pour adoucir un petit peu tout ça. On est pas mal. On va pouvoir passer au matériau. Qui dit matériau dit vue d'affichage en haut à droite en Material Preview Mode. Je peux cliquer dessus. Et là, vous allez voir que ça va pas être très compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai déjà cherché sur Internet des textures qui sont PBR et qui sont très bien. Donc, Shader Editor. Ok, je vais l'appeler par exemple Metal, celle-ci. Voilà, je peux ouvrir mon explorateur de fichiers. Tout ceci sera une fois de plus présent dans la description. Le lien du téléchargement direct vers le site. Comme ça, il n'y a pas de souci. C'est open source en CC0 exactement en termes de licence. Pardon. Donc, franchement, CC0, ça veut dire qu'il y a 0 droit d'utilisation dessus. Donc, vous pouvez les réutiliser, vous pouvez les modifier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, j'ai importé ma color, ma metalness, ma normale, ma roughness. Je rappelle que la color, c'est la seule node qu'on va laisser en sRGB. Les autres, on les met en non-color parce qu'on ne veut pas des signaux de couleur. Voilà, je peux rajouter un petit Shift A normal map, hop là, ici pour mon normal. Donc je ferai bientôt une vidéo, je pense, sur un plugin qui s'appelle Node Wrangler qui permet de faire tout ça tout seul et qui fait gagner pas mal de temps. Métallique sur métallique, color sur color, roughness sur roughness, là, on est bon. Ça nous fait quelque chose de bizarre par défaut, c'est normal, on n'a pas fait les UV. Tant que j'y suis, je vais quand même appliquer le matériau aux autres éléments de l'objet. Donc cette partie-là, la garde, pareil, métal. Et la lame, pareil, métal. Alors, je vous conseille, quand vous utilisez ici un objet avec un mirror, quand vous êtes sûr de votre modélisation, vous pouvez appliquer le mirror. Pourquoi? Parce que sinon les UV ils vont être symétriques. Ok, donc avec CTRL A, j'applique voilà, tous mes modifiers. Comme ça, je suis tranquille, j'ai un seul et unique objet. C'est pas extrêmement propre parce que du coup, on n'est plus en destructif, mais là, pour l'exemple, ça suffit. Ok, donc on va commencer par le manche. Je le sélectionne. Je vais ici dans le UV Editor, édition. Je sélectionne tout avec A, U, Smart UV. Et là, vous voyez, déjà, on est pas mal. L'avantage de faire un petit bevel comme ça, un petit peu tout étiré, c'est que ça rajoute vraiment un effet sympa. Hein. Si je rajoute, par exemple, ici, une coupure, vous voyez, ici, là, avec le métal, elle est entièrement brute, vraiment tailladée. Et le fait de rajouter, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, 3-4 subdivisions, vous voyez, toutes petites, ça rajoute vraiment un effet sympathique. Ok? Donc du coup, bon, je vais modifier cette partie-là, je vais laisser comme ça, c'est pas très grave. Ici, pareil, je sélectionne tout. U Smart UV. Voilà, on va dire que là, on est pas mal. Pareil pour ma lame, je sélectionne tout A, U Smart UV. Donc là, vu qu'on a des formes simples, l'avantage, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui est pas mal. Si vous avez des petits soucis comme ça, soit vous faites un contrôleur pour décaler vos UV, soit tout simplement vous appliquez le Subdivision Surface, auquel cas, il vous faut refaire un Smart UV Project. Et ensuite, on est pas mal. On peut appliquer parce que là, je pense que la plupart des gens qui vont réaliser cet objet, c'est dans le but de l'exporter. Et du coup, forcément, vous appliquez les modifiers quand vous exportez votre maillage. Et pour le cuir, on va utiliser également un matériau qui vient du même site. Donc pareil, CC0, 0 droit d'utilisation. Je sélectionne, hop là, je fais un nouveau Shader Editor, Leather, qui signifie cuir en anglais. Et je peux mettre la color, je peux mettre le normal, je peux mettre la roughness. Et là, on va être obligé, donc je reviendrai juste après pourquoi, hein, d'appliquer tous les modifiers. Pourquoi? Tout simplement, je fais des choses en même temps, je parle d'un sujet et j'en explique un autre. Donc d'abord, on va finir ça. Je relis comme tout à l'heure le normal map. Donc j'ai beaucoup de questions aussi qui sont revenues sur l'utilisation des nodes. Donc peut-être que je referai une vidéo qui explique vraiment de A à Z, enfin, du moins les bases, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, le PBR et les nodes dans Blender. Donc voilà. Là, on est obligé d'appliquer mes modifiers. Pourquoi? Parce que par défaut, on était parti d'une surface qui est plane. Du coup, si je passe en mode édition pour faire mes UV, je suis un peu embêté parce que j'ai uniquement un segment. Alors que si je vais dans les modifiers, je les applique dans l'ordre, c'est très important. Maintenant, si je passe en mode édition, j'ai tout. U, Smart UV. OK. Et là, UV Editor, je peux tout sélectionner, étirer un petit peu sa taille. Et on a vraiment quelque chose qui est pas mal.
J'ai oublié de vous dire, pardon, si vous voulez rajouter un petit peu plus de réalisme, notamment avec le moteur de rendu Eevee, n'hésitez pas à activer le Ambient Occlusion qui va vraiment vous donner un effet un petit peu creusé sur toutes les lamelles qui va être assez sympa également ici. Et le Screen Space Reflection pour les reflets du métal qui va être un tout petit peu plus réaliste. Donc voilà, on a fini notre épée. On peut l'enregistrer avec CTRL S, on peut l'exporter, on peut lier un petit peu l'émaillage si on veut faire des animations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On pourrait améliorer cette partie-là en retouchant les paramétrages, mais ça prend du temps. J'ai pas envie de vous infliger ça, on va dire, en vidéo. Je pense que vous avez compris l'idée, c'est l'essentiel. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux, sur le Discord, qui est présent dans la description, dans la chaîne, partout, qui est là pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Discord. Comme ça, si je suis pas dispo, il y a une communauté assez active qui pourra vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao pour notre vidéo sur Blender. Ciao, ciao.